Février 1848. Le roi Louis-Philippe est renversé. Dans le sillage de la Révolution, le 27 avril, l'esclavage est aboli dans les colonies françaises. 250 000 personnes sortent de la servitude. L'État français prend alors une mesure marquante. Il indemnise les anciens propriétaires d'esclaves. C'est cette page méconnue des abolitions que l'historienne Jessica Balgui raconte dans un ouvrage. Entre juin et août 1848, des débats passionnés agitent l'Assemblée. Faut-il indemniser les anciens esclaves ou leurs ex-propriétaires? Une commission planche sur la question. Elle réunit l'abolitionniste Victor Schœlcher, mais aussi des représentants de l'État et des colons, comme Alexis de Tocqueville. Les intérêts des planteurs l'emportent. Dans les débats autour de l'indemnisation des propriétaires, l'argument fort pour défendre cette indemnisation, c'est l'argument juridique. On considère que l'esclavage était un droit, que l'État l'a autorisé et même encouragé, et que donc à ce titre, les anciens propriétaires ont droit à une indemnité puisque leur enlever les esclaves, ça correspond tout simplement à une expropriation. Ça, c'est l'argument fort. Ensuite, il y a des arguments politiques, c'est-à-dire que l'État français souhaite garder ses colonies et les propriétaires d'esclaves menacent de les quitter. Ces débats renseignent aussi sur le rôle de Victor Schœlcher. Cette figure de l'abolition, longtemps mythifiée, est aujourd'hui remise en cause. En mai 2020, en Martinique, des activistes ont brisé 2 de ses statuts. Ils l'accusent d'avoir soutenu l'indemnisation des anciens propriétaires. Son rôle semble en réalité plus nuancé. Victor Schœlcher, il a toujours été pour l'indemnisation des anciens propriétaires. À un moment, il a été aussi pour l'indemnisation des anciens esclaves. Mais en fait, pour lui, indemniser les propriétaires d'esclaves, c'était un moyen pour arriver à son but, qui était l'abolition. Et ça lui semble être une condition sine qua non, en fait. Et vu que son but, c'était d'abolir, il était pour l'indemnisation des anciens propriétaires. Victor Schœlcher, il a œuvré pour l'abolition. À côté de ça, il s'inscrit dans une époque où, on le sait, par exemple, il était favorable à la colonisation africaine. Donc il a vraiment une position ambivalente, enfin que nous, on peut qualifier d'ambivalente, et qui peut justifier effectivement qu'aujourd'hui on remette en question cette figure un peu emblématique du mouvement abolitionniste. Sa position, elle est à nuancer et le fait d'en discuter est, à mon avis, une bonne chose. « 1849, l'indemnisation est votée à l'Assemblée. Au total, 126 millions de francs payés par le contribuable seront versés aux anciens propriétaires. Jessica Balgui a exhumé des archives coloniales qui dévoilent les identités de ses bénéficiaires, près de 10 000 au total. Avec d'autres historiens, elle a compilé leurs noms dans une base de données consultable en ligne. Le profil des indemnitaires est surprenant. Apparaissent sur ces listes, d'une part effectivement les anciens propriétaires d'esclaves, mais aussi et beaucoup leurs créanciers. Donc sur ces listes, on n'a pas que des propriétaires d'esclaves, on a aussi des personnes à qui les propriétaires d'esclaves devaient de l'argent et qui ont choisi de solder leurs dettes à travers ce moyen de l'indemnité coloniale. La deuxième chose, c'est sur le profil sociologique des indemnitaires, où par exemple j'ai été moi au départ assez surprise de voir le nombre de femmes, parce que spontanément, naïvement, au départ, on s'imagine un certain type d'individu quand on pense à un propriétaire d'esclaves. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes dans des proportions assez importantes. Il y a aussi une part importante de personnes qu'on qualifie de libres de couleur. Donc les libres de couleur, en fait, ce sont toutes les personnes affranchis avant 1848 ou qui ont dans leur ascendance un affranchi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette présence remet parfois en question l'idée qu'on se fait d'une part du propriétaire d'esclaves dans l'imaginaire un peu collectif, mais aussi sur ce qu'est être un propriétaire d'esclaves. Parce que quand dans une même liste, on a un grand propriétaire issu d'une famille blanche créole très importante, et que dans cette même liste on trouve une femme qualifiée de négresse africaine
qui a été affranchie en 1840 et qui apparaît dans la liste comme étant elle aussi propriétaire d'esclaves, on peut s'interroger sur ce que signifie être propriétaire d'esclaves pour elle et être propriétaire d'esclaves pour la personne que j'ai citée précédemment. Donc en fait, cette base de données, elle nous offre un aperçu vraiment large de la société, de la manière dont elle prend tout le monde en fait, et de sa violence. Parce que être affranchi, être né en Afrique et se retrouver dans la liste des propriétaires d'esclaves, ça interroge. Ces travaux révèlent également comment la métropole a aussi profité de cette indemnité coloniale. La base de données et les registres sur l'indemnité coloniale sont intéressants parce qu'ils nous révèlent en fait les circuits de dépendance en fait entre les différents acteurs, aussi bien dans les colonies que dans la métropole. On voit que l'argent qui est attribué aux propriétaires d'esclaves fuit en fait vers les métropoles et les négociants. Et un troisième phénomène qui est vraiment intéressant, c'est les spéculateurs en fait. Si on prend par exemple la Martinique, il y a un cas d'une personne qui n'a rien à voir avec les colonies et qui en fait reçoit les plus grands montants. C'est-à-dire qu'avant l'abolition, avant l'abolition, au moment où on sait qu'il va y avoir une indemnité, et pendant tout ce processus, il y a des personnes métropolitaines qui sont en fait venues spéculer, qui ont racheté des centaines et des centaines de titres et qui finalement se retrouvent avec les plus gros montants de l'indemnité, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les colonies et avec l'esclavage. Cette base de données, consultable par le public, pourrait relancer le débat sur les réparations.